Bonjour, c'est Martin de Sheeple Games et aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo règle de Time of Empire qui est un jeu de civilisation pour 2 à 4 joueurs de David Simian et Pierre Voyer. Donc dans Time of Empire, chaque joueur est à la tête d'une civilisation et va essayer de la faire évoluer au travers de 3 âges. On va jouer dans Time of Empire 3 âges qui chacun va durer 9 minutes parce que c'est la plus grosse particularité du jeu. Time of Empire est un jeu en temps réel. Et donc vous allez jouer à un âge de 9 minutes, et pas une seconde de plus, faire une phase de décompte, refaire un âge de 9 minutes, une phase de décompte, refaire un âge de 9 minutes, et puis le décompte final. Au bout de ces 3 décomptes, le joueur qui aura le plus de points de victoire l'emporte. Une fois qu'on a lancé un âge, quand un âge a démarré, le principe du jeu, c'est que chaque joueur a 2 sabliers et utilise ces sabliers pour enclencher des actions. Donc simplement, quand un sablier est vide, un joueur peut le retourner sur une case action et directement effectuer l'action correspondante. Les cases actions sont toutes les cases, tous les cercles qui comprennent un sablier. Une fois que mon sablier est vide, c'est vidé, je peux le récupérer et aller le retourner sur une autre action. Et ainsi de suite. Donc tous les joueurs jouent simultanément à l'aide de leurs 2 sabliers et enclenchent les actions qui les intéressent. Il y a 2 grands types d'actions. Il y a d'abord les actions sur le plateau joueur. Chaque joueur a un plateau à lui. Et il y a les actions sur les plateaux communs. Les joueurs ont 5 actions sur leur plateau qui ne sont disponibles que pour eux. Moi, je ne peux pas aller en tant que joueur rose actionner une action sur le plateau du joueur bleu. Je ne peux faire que celle sur mon plateau à moi. Et l'inverse est vrai aussi. Par contre, les actions sur les plateaux communs, donc les plateaux technologie ici, le plateau leader et le plateau merveille, celles-là sont communes. Donc, je peux aussi bien y aller que le joueur bleu ou que les autres joueurs. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est sur un plateau occuper les 2 espaces, les 2 emplacements sabliers correspondant à une même action. Par exemple, ici, ces 2 emplacements sabliers sont l'un d'un côté de l'autre et correspondent à une même carte. Je ne peux pas, avec mes 2 sabliers, occuper les deux espaces. Dans la même idée, ici, sur ce plateau technologie, par exemple, je ne peux pas occuper ces 2 espaces moi-même. Voilà. Le résumé des actions et à quoi elles servent. On va commencer par les actions de notre plateau. Donc c'est un jeu de civilisation. On va essayer de construire des bâtiments. Pour ça, il faudra gagner des ressources, découvrir des nouvelles technologies à l'aide de nos cartes, déplacer des unités, créer des unités, prendre le contrôle de nouveaux terrains. On va essayer de gagner une nouvelle carte, de quérir des leaders et les attirer vers notre cause et de construire des merveilles. On va faire toutes ces choses-là, et les principales, celles qu'on va faire le plus souvent, sont celles de notre plateau joueur. Je vous explique les 5 actions qu'il y a sur notre plateau joueur. Là, les 2 centrales ici, l'action verte et l'action brune, sont 2 actions de production de ressources. La première ressource, ce sont des idées. Les idées vont nous servir à découvrir de nouvelles technologies. Et la deuxième ressource sont les briques. Les briques, elles, vont nous aider à construire de nouveaux bâtiments. Et en fait, ces 2 actions fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que quand je place mon sablier sur cette action-là, je regarde le nombre de symboles de la ressource en question visible sur mon plateau, et je gagne autant de ressources que de symboles visibles. Donc ici, j'ai un symbole en pool visible, je peux gagner une ressource. Gagner une ressource, c'est la passer depuis ma réserve dans mon stock. Voilà, là j'ai gagné une ressource. C'est exactement le même cheminement pour les briques. Donc en retournant un sablier ici, je regarde le nombre de symboles briques et je passe ce nombre de briques dans mon stock. Ce nombre de symboles en fait va évoluer, et ça fonctionnera comme ça pour toutes les actions de notre plateau, va évoluer selon le nombre de bâtiments qu'on aura construits. Donc chaque bâtiment que je construis d'un certain type améliore l'action qui lui correspond. Ici, les observatoires vont améliorer mon action de production d'idées. Chaque observatoire construit me permettra de produire une idée en plus quand je fais cette action. Ces 2 actions vont nous servir à découvrir des technologies et à construire des bâtiments. Donc,
Avoir des idées et avoir des briques nous servent à, pour les idées, découvrir les technologies et les briques à construire des bâtiments. Ces deux actions-là partagent un même emplacement action, une même case action. Quand je place mon sablier sur cette case-ci, qui peut soit être une case de découverte, soit une case de construction, la première chose que je dois regarder, c'est y a-t-il une carte technologique déjà placée sur mon plateau? S'il n'y en a pas, je n'ai pas le choix, je dois faire l'action de découverte de technologie. J'y reviendrai un peu plus tard, mais s'il y a déjà une carte, je pourrais alors faire l'action de construction de bâtiment. Mais on y revient dans quelques instants. Donc ici, je n'ai pas de carte technologie, je suis obligé, si j'utilise cet emplacement, de découvrir une nouvelle technologie. Les technologies se retrouvent sous forme de cartes. On en a 4 au début du jeu dans notre main, on va pouvoir en piocher des nouvelles au fur et à mesure du jeu, et les cartes technologies ont plusieurs éléments. Première chose, elles ont un effet. L'effet des cartes technologies se déclenchera lorsque je découvre la technologie. Et seulement à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en posant ma carte, en découvrant ma technologie, je vais profiter de l'effet. Mais une fois, et après, cet effet ne sera plus déclenché. La deuxième chose, c'est que la carte a 2 coups. Pour le moment, on va s'arrêter au coup de gauche, le coup en idée. Donc ici, cette carte me coûte 3 idées pour découvrir la technologie. Donc faisons l'action de découverte de technologie grâce à cette carte. Je retourne mon sablier sur la case, je place ma carte sur la case en dessous, et je dépense, donc ici en l'occurrence, 3 idées que je repasse depuis mon stock dans ma réserve, 3 idées parce que c'est noté ici, pour découvrir la carte technologie. À ce moment-là, et immédiatement, je dois le faire à ce moment-là, si j'y renonce maintenant, je ne peux plus le faire, je déclenche l'effet indiqué sur la carte. Donc ici, en l'occurrence, je gagnerai 2 érudits. On comprendra un peu plus tard à quoi ça sert. Dès le moment où j'ai déjà une carte sur cette case, quand j'utilise la case action, je peux soit découvrir à nouveau une nouvelle technologie que j'empilerai donc cette fois-ci sur toutes les technologies précédemment découvertes, soit, grâce à une carte déjà découverte, payer son coût en briques pour construire le bâtiment indiqué. Donc ici, puisque j'ai déjà une carte, je vais faire l'action de construction, je vais payer une brique, donc je prends une brique de mon stock que je mets dans ma réserve, et je peux construire ici un théâtre. Donc je prends un théâtre de mon plateau, et je vais aller le construire sur un terrain. Une fois que j'aurai construit mon bâtiment, la carte est défaussée, et ne reviendra plus en jeu. Pour construire un bâtiment, il y a sur les tuiles terrain des emplacements de construction. Il faut placer le bâtiment qu'on construit sur un emplacement vide. Évidemment, je ne peux pas aller construire s'il y a déjà un autre bâtiment. D'un terrain, donc sur un emplacement vide, d'un terrain que je contrôle déjà, soit grâce à une unité, on y viendra après, grâce à un clan, soit grâce à un autre bâtiment. Donc, par exemple, dans cette situation-ci, pour construire mon théâtre, je peux soit aller le placer ici ou ici, parce que je contrôle la région grâce à mon clan, soit ici, parce que je contrôle la région grâce à mon moulin. Voilà, je le placerai là. Puis je défausse la carte, et je passe à une autre action. Ça, ce sont donc les actions de ressources, les idées pour découvrir des technologies, les briques pour construire des bâtiments, et alors la case découverte de technologies et construction de bâtiments. Ici, c'est le domaine expansion de votre civilisation. Le domaine jaune est le domaine expansion. Ce domaine-là servira soit à 2 actions, soit à former de nouveaux clans, les clans qui sont les unités qui vont se retrouver sur le plateau, qui vont être les garants de votre expansion et de votre territorialité, soit à déplacer des clans. L'action fonctionne de nouveau selon les mêmes règles que les autres, c'est-à-dire que quand j'actionne celle-ci, je vais vérifier le nombre de symboles correspondants visibles dans la partie en dessous de mon plateau, et je vais faire autant de fois de l'action que de symboles visibles. Donc ici, pour mon action de création de clan, j'ai 2 symboles création de clan, je peux créer 2 nouveaux clans. Quand on crée des clans, on doit les créer sur des villes. Il y a une ville par tuile. Si vous voyez, les tuiles, régions sont des tuiles qui comprennent 3 régions et une ville au milieu. Pour déployer de nouveaux clans, les nouveaux clans doivent toujours
arriver dans une ville. Ils ne peuvent pas être déployés sur un terrain. Et plus que ça, ils doivent être déployés dans une ville que vous contrôlez. De base, chaque joueur contrôle une ville, qu'on appellera sa capitale, qui, elle, restera sous son contrôle toute la partie. On ne peut pas disputer le contrôle de cette cité-là. Cette cité-là sera la cité rose du joueur rose jusqu'à la fin de la partie. Les autres villes, ici, sont de couleur neutre et donc seront disputées au fur et à mesure de la partie. Quand je déploie donc des clans, je les prends de ma réserve et je les place sur une ville que je contrôle. Donc, une ville que je contrôle, c'est soit ma capitale, soit une ville où j'ai déjà un autre clan. Donc ici, en l'occurrence, je pourrais soit les placer ici, mes nouveaux clans, soit les placer là. On va repartir à la situation de 0 pour la suite de la partie. Donc, je déploie mes clans là. La deuxième chose que je peux faire dans cet encart-là du plateau, c'est déplacer mes clans. Quand je déplace mes clans, de nouveau, je regarde le nombre de déplacements que je gagne. Ici, je n'en ai qu'un pour le moment, qu'un seul. Je n'ai qu'un seul symbole déplacement. Je peux prendre tous les clans de une case, d'une région, d'une ville ou d'une région, et les déplacer vers une ville ou une région adjacente. Donc, par exemple, je pourrais prendre ce clan-ci et le déplacer vers la région adjacente ici. Ou alors, prendre mes deux unités ici et les déplacer là-bas. Je peux très bien séparer aussi mon groupe. Donc dire, ne prendre qu'un de mes deux clans ici pour le déplacer vers la région adjacente. Il y a quand même des limites de clans sur les territoires et sur les villes. Je peux avoir maximum 2 clans dans une région et 4 clans sur une ville. Et donc dans mes déplacements, je dois toujours penser à ça. Par exemple ici, je ne peux pas déplacer mon clan sur cette pile de clans là, parce que je dépasserai la limite en ayant 3 clans dans une région. Lorsque j'ai plusieurs déplacements, donc par exemple si j'ai construit 2 moulins, ici j'aurai 2 symboles déplacement, j'exécute mes 2 déplacements l'un à la suite de l'autre. C'est-à-dire qu'une même unité peut se retrouver concernée dans 2 déplacements différents. Par exemple ici je pourrais faire un déplacement comme ceci, et 2 déplacements, utiliser mon deuxième déplacement pour faire ça. Voilà. Ça, ce sont toutes les actions de notre plateau personnel. Il y a une action passive sur notre plateau personnel qui ne peut être déclenchée, qui ne peut jamais être déclenchée par un sablier. C'est l'action culturelle. En fait, vos unités, vos pions population, dans votre réserve sont considérés comme des pions population et auront 2 usages. Soit, comme je viens de l'expliquer, ils seront déployés sur les terrains pour devenir des clans, qui seront garants de votre expansion, de la défense de votre empire, soit ils seront placés dans la partie culturelle de votre plateau, et alors là seront considérés comme des érudits. Il est très important de noter que vous avez 20 pions population, et que une fois qu'un pion est devenu un clan, qu'il a été déployé sur le terrain, il ne pourra plus être utilisé en tant qu'érudit. Tant qu'il est clan, il est clan. Il ne pourra pas revenir depuis les terrains vers la partie culturelle de votre plateau. Et l'inverse est vrai aussi. Les érudits ne peuvent plus être utilisés pour être déployés sur les terrains. Les érudits, comment se créent-ils? J'ai dit au début de l'explication qu'un âge durait 9 minutes. Et cet âge est divisé en 3 parties parce qu'à la minute 3 et à la minute 6, il y a un cri de bébé qui déclenche une création d'érudits. Une création d'érudits, c'est simplement rajouter des érudits dans la partie culturelle de votre plateau. Combien? Ça fonctionne comme les autres actions. On crée autant d'érudits que de symboles visibles sur votre plateau. Donc ici, en l'occurrence, 2. Je ne suis pas obligé de tous les créer. Je crée maximum 2 érudits. Je pourrais choisir de n'en mettre qu'un. Ici, je vais en mettre 2. Mais c'est un choix. Ça, ce sont les 5 actions de votre plateau joueur, plus l'action passive de votre plateau joueur. Les 3 actions disponibles sur les plateaux communs maintenant. En fait, on va commencer directement avec les actions qui concernent les érudits. Les érudits sont garants de votre développement culturel, de la renommée de votre empire. Ils vont servir soit à aller construire des merveilles, soit à aller quérir l'aide de leaders. Quand je place mon sablier ici, en face d'une merveille, je prends un érudit
qui doit donc venir de cette partie-ci de mon plateau. Je ne peux pas le prendre de ma réserve population ni d'un terrain. Je prends un érudit et je le place sur l'emplacement en face de cette merveille, en face de mon sablier. S'il y a déjà des pions à cet endroit-là, je l'empile simplement sur les pions précédemment placés. Ça fonctionne de la même manière pour les leaders. Quand je vais quérir un leader, si je place par exemple mon sablier ici, je prends un érudit depuis mon plateau et je le place sur l'emplacement érudit correspondant. Les leaders et les merveilles ont des usages différents. C'est-à-dire que les merveilles débloquent un scoring pour la fin, la fin de l'âge. Si on lit par exemple cette merveille, elle dit gagner 1 point de victoire ou 2 points de victoire pour chaque bâtiment que vous avez construit. Donc en fin d'âge, toute personne, tout joueur qui aura placé au moins un érudit en face de cette merveille débloque le décompte. Si je n'ai pas d'érudit en face de la merveille, je ne profite pas du décompte. C'est donc un petit truc de base, c'est de toujours placer au moins un érudit sur chaque merveille pour participer au décompte. C'est un minimum. Maintenant, il est mis gagner 1 point de victoire ou 2 points de victoire. Parce qu'en fait, le joueur majoritaire, le joueur qui aura mis le plus d'érudits en face de cette merveille, gagnera 2 points de victoire par fois qu'il remplit la condition de la merveille correspondante. Donc ici, en l'occurrence, le joueur bleu gagnera 2 points de victoire par bâtiment qu'il a construit. Tandis que tous les autres joueurs, tous les joueurs qui sont présents mais qui ne sont pas majoritaires, gagnent 1 point de victoire par bâtiment qu'ils auront construit. Là, en l'occurrence, moi, je ne suis pas majoritaire sur cette merveille, je n'ai qu'un érudit, le bleu en a 2, et j'ai 3 bâtiments construits, je gagnerai donc 3 points de victoire à la fin de l'âge. S'il y a une égalité sur une merveille, et ça marchera de la même manière sur les leaders, on y reviendra après. S'il y a une égalité, le joueur qui est le plus bas dans la pile et qui participe à l'égalité remporte l'égalité. Donc ici 2-2, mais le bleu a posé l'érudit tout en bas, c'est donc le joueur bleu qui remporte l'égalité. Les leaders ont un usage un peu différent, c'est-à-dire que les leaders seront distribués à la fin de l'âge. Les merveilles resteront à la fin de l'âge et pourront être reconstruites d'âge en âge, tandis que les leaders, eux, seront attribués à chaque joueur. Le joueur qui sera majoritaire en face d'un leader, typiquement ici je suis le seul à m'être placé en face du leader jaune, si à la fin de l'âge ça reste toujours en l'état, je remporterai la carte, je la placerai devant moi, et cette carte a un effet permanent que je gagne pour le reste de la partie. Hammurabi, ici, il me permettra donc de déployer mes clans, non seulement sur les villes que je contrôle, mais aussi sur toutes les villes qui sont vides, qui ne sont contrôlées par aucun joueur. Comme c'est un effet seulement de fin d'âge et qu'il ne sera attribué qu'à un seul joueur, les leaders apportent quand même une petite aide directe. C'est-à-dire que quand je me place sur un leader, je gagne directement l'effet indiqué à côté de la case érudit. Par exemple, en me plaçant ici sur le leader qu'on appellera technologique, parce qu'il est en rapport avec les domaines de production de ressources, je vais pouvoir directement aller piocher une nouvelle carte. Si je me place ici en face du leader d'expansion, je vais gagner 2 déplacements directement. Tandis que l'effet indiqué sur la carte ne sera remporté que par un joueur, le joueur majoritaire, à la fin de l'âge. Ces petites tuiles effets directs sont recto verso. Donc lors de vos parties, à la mise en place, vous mettez ces tuiles sur le côté que vous voulez, ou vous le tirez au hasard, mais vos parties peuvent toujours être différentes selon le combo d'actions que vous aurez décidé ici. Il est bon à noter aussi qu'il y a une 4e case sur le plateau leader qui n'est utilisée qu'en cas de partie à 4 joueurs. À 4 joueurs, on tire un 4e leader au hasard qui sera donc d'une des 3 couleurs déjà existantes, et on le rajoute sur cette 4e case, et il y aura donc une 4e action directe. Ici, dans le cas d'une partie à 2 joueurs, cela n'a pas lieu d'être, on ne joue qu'avec 3 leaders. Donc ça, c'est les actions plateau leader, plateau merveille. Les derniers plateaux qu'on doit étudier, ce sont les plateaux technologie. Nous commençons la partie avec 4 technologies de départ, qui forment notre main de départ, et qui donc permettent
de gagner des effets directs et ensuite de construire des bâtiments. Pour aller chercher des nouvelles technologies, il faudra s'intéresser au plateau technologie. Quand je place mon sablier sur un plateau technologie, je vais directement piocher la première carte d'un des deux paquets de ce plateau. Je peux la choisir parce qu'en fait, il y a une information qui est toujours visible, c'est la couleur de cette carte. En sachant que chaque couleur correspond donc à un domaine de votre plateau et à un type de bâtiment qui sera constructible par après. Si je pioche une carte verte, j'aurai une technologie scientifique et qui me permettra donc de construire un observatoire une fois la technologie découverte. De la même manière, une carte jaune est une carte d'expansion qui me permettra après de construire un moulin. Vous avez cette information au dos des cartes. Faites votre choix selon le domaine qu'il vous intéresse de développer, évidemment. Donc par exemple ici, en me plaçant là, je pourrais choisir d'aller piocher une carte culturelle, ici une carte bleue que j'ajoute à ma main, tout simplement. Ces cartes sont renouvelées à chaque âge, c'est-à-dire qu'au premier âge, on joue avec les cartes d'âge 1. Une fois l'âge 1 fini, on retire toutes les cartes restantes et on remet les cartes de l'âge 2. Pareil pour l'âge 3. Ces cartes seront donc de plus en plus fortes, plus les âges passent, mais aussi de plus en plus chères. Il faudra avoir pensé à vous être développé dans vos domaines scientifiques et civils pour pouvoir vous permettre de construire des bâtiments de plus en plus chers et découvrir des technologies de plus en plus onéreuses aussi. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que sur le plateau leader et technologie, les cartes s'en vont à la fin de l'âge, puisque les leaders sont attribués, les technologies sont renouvelées, tandis que sur le plateau merveille, les cartes restent. Donc une fois qu'on aura décompté le temple d'Artémis, on va rendre les pions population aux joueurs à qui ils appartiennent, et on va simplement pour le deuxième âge ajouter une nouvelle merveille. Et donc ça veut dire qu'au premier âge, il y aura un décompte qui sera débloquable, au deuxième âge 2 décomptes et au troisième âge 3 décomptes, mais qui resteront d'âge en âge. Donc ce premier décompte est très important puisqu'il va vous permettre de scorer au premier âge, au deuxième âge et au troisième âge. Donc dans une partie où vous auriez le temple d'Artémis, il est donc très important et conseillé de construire un maximum de bâtiments puisque ça va vous permettre de marquer 3 fois des points. Il y a un aspect du jeu qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'aspect combat. Et évidemment, comme dans tout jeu de civilisation, il va arriver que vous soyez en contact avec un autre joueur et que cela ne se passe pas hyper bien. Quand vous vous déplacez dans un territoire où il y a un autre joueur, où des clans d'un autre joueur se trouvent, il y a automatiquement un combat qui doit être résolu. Les combats se résolvent de manière très simple. Chaque joueur perd un clan pour un clan. Donc ici, je venais avec 2 clans et le joueur bleu en avait un. J'en perds un parce que le bleu en a un. Et il m'en reste un sur le territoire. Les clans sont rendus à leurs propriétaires et retournent dans leur réserve de population. Aucun bâtiment n'est détruit pendant la phase de jeu. Les bâtiments seront détruits pendant les phases de décompte. Mais donc, les seuls combats qui peuvent arriver, c'est clan contre clan. Et dans ces cas-là, c'est simplement donc 1 pour 1. Les combats ne peuvent jamais se passer dans une cité. C'est-à-dire que quand quelqu'un contrôle une cité, on ne peut pas se déplacer dans la cité. On peut se déplacer dans une cité qui est vide et qui est adjacente, mais pas dans une cité qui est occupée. On joue donc à un âge comme ça, un âge dure donc 9 minutes. Au bout des 9 minutes, un gong retentit dans la bande son qui rythme l'âge et tout le monde s'arrête. On laisse les sabliers s'écouler, on termine les actions qu'on était en train de faire. Donc si vous étiez en train de résoudre l'effet d'une carte que vous veniez de placer, vous finissez de le résoudre et après on arrête l'âge en cours. On passe alors là à une phase de décompte. Le décompte, il y a 6 choses à regarder lors d'un décompte. La première chose, c'est la destruction de bâtiments. Dans tout territoire où il y aurait des clans d'un joueur mais des bâtiments d'un autre joueur,
Le joueur possédant les clans détruit et récupère tous les bâtiments. Il les place sur son plateau, sur la case bâtiment détruit, et chaque bâtiment placé sur ces cases lui rapporte 3 points de victoire. Ces bâtiments ne sont jamais rendus à leur propriétaire. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que ici, si le joueur bleu détruit mon moulin, il ne vient pas recasser mon plateau de jeu. Les améliorations que j'ai faites sur mon plateau de jeu restent. Mais cela veut aussi dire que comme il ne me les rend pas, s'il me détruit ce moulin, par exemple en fin d'âge 1, ce moulin va lui rapporter 3 points de victoire à l'âge 1, à l'âge 2 et à l'âge 3. Donc détruire des bâtiments au premier âge rapporte énormément. C'est compliqué, mais ça rapporte énormément. La deuxième étape de décompte, c'est l'étape de décompte de vos jetons bonus construction. Lors de la mise en place de chaque âge, vous allez placer un de ces jetons dans votre plateau. Vous voyez, il y a une encoche à côté de chaque symbole bâtiment. Lors de la mise en place de l'âge 1, vous allez placer votre jeton 1 point de victoire, âge 2, 2 points de victoire et âge 3, 3 points de victoire. Vous allez choisir un emplacement vide pour placer le jeton en question. Donc si au début de l'âge 1, je plaçais donc mon jeton 1 point de victoire dans l'un de ces 4 emplacements. Disons, je le place ici. À la fin de l'âge, je gagnerai 1 point de victoire par bâtiment que j'ai construit dans ce domaine. Donc ici, je gagne 1 point de victoire parce qu'il n'y en a qu'un que j'ai construit. Si je l'avais placé là, en début d'âge, j'aurais gagné 2 points de victoire. Un petit détail à noter ici, c'est que pour tous les décomptes, que ce soit les décomptes de merveilles ou les décomptes de jetons bonus, comme ça, les bâtiments détruits ne sont pas handicapants. C'est-à-dire que quand on compte les bâtiments construits, on compte les emplacements qu'on a vidés sur notre plateau, pas les bâtiments encore visibles sur le plateau général. Donc, première phase de décompte, on détruit les bâtiments et on gagne 3 points de victoire par bâtiment ainsi détruit. Deuxième phase de décompte, on gagne les points de victoire correspondant à nos jetons bonus construction, en sachant que premier âge, j'ai placé le 1 point de victoire, deuxième âge, je placerai le 2 points de victoire, et troisième âge, je placerai le 3 points de victoire. Donc à nouveau, au troisième âge, mes 3 jetons de bonus vont scorer. Troisième phase de décompte, c'est on va décompter les leaders. Donc là, sur chaque leader, on va voir qui est le joueur majoritaire. Et le joueur majoritaire peut donc récupérer la carte. En l'occurrence, ici, je récupérais Hammurabi. Vitruve serait donné au joueur bleu, tandis que Cléopâtre n'a aucun érudit correspondant. Elle serait remise dans la boîte, sur le côté. Une fois qu'on a fait ça, on passe au décompte des merveilles. À nouveau, on regarde tous les joueurs présents en face d'une merveille. Le joueur majoritaire gagne 2 points de victoire à chaque fois qu'il remplit la condition énoncée sur la carte, et tous les autres joueurs gagnent 1 point de victoire à chaque fois qu'ils remplissent sa condition. Ensuite, on regarde la partie culturelle de notre plateau. La partie culturelle nous permet aussi, à chaque fin d'âge, si on a découvert les symboles, de remporter des points de victoire. Ici, si j'ai construit 3 temples, ça me permettrait de gagner 3 points de victoire à la fin de l'âge, si ce n'était pas le cas. Et enfin, dernière phase de décompte, c'est le siège des cités. Donc, j'avais dit, pendant un âge, on peut rentrer dans toutes les cités qui sont vides, mais on ne peut pas rentrer dans des cités qui sont déjà occupées. À la fin de chaque âge, on va se disputer le contrôle de chaque cité. C'est à la fin d'un âge, lors de la 6e étape de la phase de décompte, qu'on peut récupérer une ville sous le contrôle d'un autre joueur. Comment on fait ça? En fait, autour de chaque cité, on vérifie qui contrôle le plus de territoires. Ici, le joueur bleu contrôle 2 territoires et je n'en contrôle qu'un. Il remporte donc le contrôle de la cité. Toutes mes unités qui seraient placées sur celle-ci sont rendues à ma réserve de population et le joueur bleu vient y placer une unité à lui. Ça veut dire que tant qu'il reste dans cette cité-là, il aura le contrôle de la cité pour l'âge à venir et il pourra y déployer des unités. S'il y a une égalité dans le nombre de territoires contrôlés, il y a des règles de départage selon le nombre d'unités et le nombre de bâtiments
qu'on a dans les territoires alentours. Ça, c'est tout un âge. Une fois que la 6e étape de décompte est finie, on place le jeton bonus construction correspondant au nouvel âge, donc dans un emplacement vide. Ici, nous avons fini l'âge 1, donc je vais aller placer mon jeton bonus construction 2 dans un emplacement vide. Je ne peux pas déplacer les jetons qui sont déjà placés, donc par exemple, j'irai le placer ici. On récupère nos sabliers. On remet 6 cartes, on retire toutes les cartes de l'âge précédent et on remet 6 cartes du nouvel âge sur chaque emplacement. On découvre une nouvelle merveille. On place un leader de l'âge suivant et de la couleur correspondante sur chaque emplacement vide. On récupère tous les érudits qu'on aurait placés sur les merveilles et sur les leaders. Et une fois que tout le monde est prêt, on commence l'âge suivant. J'ai souvent parlé de la durée d'un âge, je ne vous ai pas dit comment elle était décomptée, comment elle était comptée. Le jeu vient avec une application gratuite qui ne sert qu'à enclencher une bande-son. Une bande-son qui, une fois lancée, décomptera les 9 minutes de votre âge et déclenchera donc aussi à la minute 3 et à la minute 6 les cris de bébé qui annonceront une création d'érudit. Cette application n'est pas obligatoire, les bandes son sont disponibles aussi sur notre site internet et donc vous pouvez parfaitement jouer sans l'application. Il est bon de noter que l'application ne nécessite pas internet. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous n'avez pas besoin d'être sur internet pour l'utiliser. Ça, c'est le déroulement d'une partie classique de Time of Empire. On vous conseille, comme c'est un jeu en temps réel et que la prise en main du jeu n'est peut-être pas évidente du fait de ce temps réel, de jouer un âge d'initiation. Nous avons développé un petit âge d'initiation qui permet de jouer sans le temps réel. Et simplement, de nouveau, l'application vous proposera à chaque âge de jouer âge d'initiation ou âge normal. Vous pouvez parfaitement jouer une partie complète selon le mode d'initiation, sans le temps réel. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de jouer le premier âge, minimum le premier âge de votre première partie, en mode d'initiation. Ça va vous permettre d'appréhender chaque action, de les faire lentement et de comprendre ce que vous faites, de regarder ce que les autres joueurs font et de vous mettre sur la même longueur d'onde. S'il y a un petit détail de règle, un petit doute, ça permet de les appréhender lentement et calmement sans devoir courir dans tous les sens. Comment fonctionne ce stage d'initiation? Simplement, on va jouer au tour par tour et à son tour, un joueur va poser ses 2 sabliers simplement comme des ouvriers sur les 2 emplacements qu'il veut enclencher. Donc par exemple, ici, résoudre les 2 actions. Donc en l'occurrence, je gagnerai une ampoule et je peux piocher une carte. Et puis c'est au joueur suivant. Le premier joueur contrôle l'application qui aura un décompteur de tours. À chaque fois que le tour revient au premier joueur, il clique sur ce décompteur de tours. On jouera un âge d'initiation en 15 tours, en sachant qu'au bout du tour 5 et au bout du tour 10, une création d'érudit se déclenche. Au bout des 15 tours, il y a une même phase de décompte que dans le jeu en temps réel, ça ne change pas. L'application vous proposera donc à la fin de l'âge 1, si vous le faites, de recocher âge d'initiation pour l'âge suivant, ou simplement de démarrer l'âge en temps réel. Je crois que j'ai fait le tour des règles. Un grand merci d'avoir écouté et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir avec Time of Empire. Au revoir.